La pandémie actuelle du coronavirus semble pour beaucoup être un phénomène inédit. On nous parle de mesures exceptionnelles que nos sociétés n'ont jamais connues. Mais les mesures de prévention et de gestion de la maladie sont-elles si innovantes? Eh bien, pas vraiment. La peste est encore aujourd'hui la maladie contagieuse par excellence de nos imaginaires collectifs. Mais pourquoi ça? De par son nombre de morts, la diffusion importante que la maladie a pu connaître, ou les images et objets qui sont arrivés jusqu'à nous de l'époque, ou encore les réadaptations actuelles dans la culture populaire font que toutes et tous, nous avons ne serait-ce qu'une fois vu ou entendu un élément en rapport avec la peste. Notons qu'encore aujourd'hui, la maladie est active dans certaines régions du monde. Oui, dans la culture populaire actuelle aussi. Premier exemple, dans la nouvelle adaptation de La Belle et la Bête, le passage à Paris, là où la mère de Belle est décédée, vous n'avez pas remarqué que tous les éléments pointaient la peste? Eh bien, dès maintenant, vous y ferez attention. Oui, même dans les films pour enfants tout droit sortis de l'usine de Disney, on trouve des rappels à la peste. Autre exemple, vous n'avez jamais vu les images du carnaval de Venise? Les masques de docteurs bien connus et surtout extrêmement reconnaissables sont directement liés à la peste, mais nous en reparlerons un petit peu plus tard. Nous disions donc que la peste est présente dans nos imaginaires, et vous l'aurez compris, nous la prendrons comme point de comparaison avec le coronavirus. Dans un premier temps, il est bon d'expliciter certains termes pour mieux comprendre la suite de la vidéo. Déjà, qu'est-ce que le Covid-19? Il s'agit d'un coronavirus. Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal, selon la définition de l'OMS. Le virus que nous appelons coronavirus, ou bien Covid ou Covid-19, est en fait le dernier coronavirus découvert en 2019 et responsable de la pandémie actuelle. La peste, quant à elle, n'est pas un virus mais une zoonose bactérienne due à la Yersinia pestis, également selon la définition de l'OMS. Il existe en fait plusieurs pestes, la peste pulmonaire, la peste septicémique et la peste bubonique. Nous nous focaliserons ici sur cette dernière car elle est responsable de la peste noire et des vagues d'épidémies allant jusqu'au XVIIIe siècle que nous traiterons dans cette vidéo. Les deux maladies sont donc de nature biologique différente et ont bien évidemment des symptômes distincts. On voit à travers les écrits et les représentations iconographiques du Moyen-Âge et des temps modernes que la peste fait peur. Il suffit de voir les représentations des fameuses danses macabres que vous pouvez voir à l'écran. Iconiques et allant au-delà de la peste, elles prennent une place considérable quand la maladie fait rage. Ces danses macabres représentent l'égalité des personnes face à la mort. Et contrairement à l'ordinaire, où les écarts entre les classes causent de nombreuses inégalités, notamment sur la longévité des individus, ces représentations rappellent que face à un fléau tel que celui de la peste, tous, paysans ou rois, sont égaux devant la mort. Il est impossible de nier l'impact qu'a eu la peste noire sur ses contemporains. Par exemple, Boccace, auteur florentin, inscrit dans son Décameron une description des symptômes de la peste, les dégâts qu'il observe et ainsi ces personnages évoluent sur un fond d'épidémie. Depuis le début de la diffusion du Covid-19, on voit aussi des mouvements de panique quelque peu dénués de sens, d'abord en Chine, puis au fil du temps, la panique s'intensifie et se mondialise. Certaines images prêtent à sourire mais sont tout de même très symptomatiques d'un climat de peur. Lorsque l'on voit des gens se ruer à l'achat de papier toilette au début des différents confinements dans le monde, on sourit, certes, mais on ne peut que voir l'inquiétude insensée, démesurée qui se mondialise. Au XIVe siècle, 1347, l'Europe connaît le retour de la peste après environ 600 ans d'absence. C'est la fameuse peste noire. Elle est dans un premier temps vue comme le courroux des dieux, sont donc encouragées les processions, donations et pèlerinages, l'aide aux fraternités assurant le soin des malades, et dans certaines villes d'Italie, on encourage même à aider à l'inhumation des victimes. Le corps médical ne nie pas l'aspect religieux, mais parle tout de même d'autres thèses, dont la plus répandue est la théorie des miasmes. Les miasmes seraient causés par la mauvaise conjonction des planètes, des changements climatiques, des vents lointains, des eaux stagnantes et excréments ou encore des matières en putréfaction. On pense également à l'origine humaine de la maladie en accusant les personnes extérieures aux communautés infectées, comme les étrangers, les voyageurs, les lépreux ou encore les juifs. Il y a notamment un pogrom à la ville de Tarega ou encore la nuit du 13 au 14 avril 1348, 40 juifs sont brûlés à Toulon. À la fin du XVe siècle, de nouvelles théories voient le jour, comme celle du médecin Jérôme Francastor qui avance l'existence de germes spécifiques à la peste qui se propageraient par les voies aériennes ainsi que par le contact. Le père Athanas Kircher soutiendra au XVIIe siècle que la peste serait causée par des corpuscules animés et invisibles. Avec le retour de la peste à Marseille de 1720 à 1722, des médecins soutiennent l'idée de particules d'organismes qui se diffusent par l'air et le contact, mais la quasi-totalité de la faculté de médecine de Montpellier notamment réfute cela en suivant Pierre Chirac, alors premier médecin du régent Philippe d'Orléans, qui affirme que la maladie, la fièvre maligne qui fait rage, est en fait due à une mauvaise alimentation du peuple.
Les théories des organismes minuscules sont peu prises au sérieux, vu que le médecin qui avait alors une réelle position d'autorité réfutait ces idées et était bien évidemment soutenu par d'autres médecins. L'une des théories les plus connues pour la transmission de la peste est le rat. On a longtemps cru que le rat, par sa morsure, transmettait la maladie. On sait aujourd'hui que cette théorie n'est en fait pas réellement correcte. Le rat a certes participé à la propagation de la maladie, mais les raisons avancées sont incorrectes. Le rat propageait la maladie par ses va-et-vient où il répandait ses puces un peu partout, et donc l'homme tombait malade à cause des morsures de ses parasites, puis ces derniers, avec les peaux, répandaient la bactérie. Ce sont donc ces petites bêtes qui étaient en grande partie responsables de la propagation de la peste, non le rat, qui en soi n'était qu'un hôte. Pour ce qui est du Covid-19, dès les premiers temps de la propagation à aujourd'hui, on a pu entendre et voir passer sur les réseaux diverses théories assez particulières. On parle dès lors d'un virus venant des aliens ou créé par l'homme dans l'objectif de théorie du complot, ou encore de l'idée que le virus viendrait de la consommation de chauves-souris puis de pangolins à Wuhan, en Chine. Beaucoup d'informations circulent et démêler le vrai du faux sur l'origine exacte est parfois complexe. Pour l'heure, l'OMS annonce que le Covid-19, comme pour les différents types de coronavirus, peut toucher différents animaux, dont l'homme. Le virus se propagerait par gouttelettes respiratoires expulsées par les personnes malades. La surface de contact et l'inhalation de ces gouttelettes sont les facteurs de contamination. Les recherches continuent dans les différents laboratoires mondiaux. Diverses autres théories sont avancées, mais nous avons choisi ici de nous référer uniquement aux informations données par l'Organisme mondial de la santé. Mais comment, lors des différentes épidémies de peste du Moyen-Âge et des temps modernes, la population faisait pour ne pas tomber malade? L'une des mesures, c'est la fuite. Les nobles et bourgeois aisés principalement, qui pouvaient se permettre de quitter leurs terres, fuyaient donc les régions où la peste était présente. Bien évidemment, ces fuites ont pu contribuer à propager la peste dans les zones saines. Notons d'ailleurs qu'aujourd'hui, des recherches scientifiques appuient sur le fait que la peste avait, dès le XIVe siècle, fait son retour en Chine et que c'est lors des échanges commerciaux que la bactérie serait arrivée en Europe. La religion est un des piliers majeurs des sociétés durant le Moyen-Âge et les temps modernes. Le port d'amulettes aux effigies de saints et autres symboles religieux est donc mis en avant. On a aussi des talismans prescrits à base de matériaux réputés prophylactiques. Pour lutter contre les miasmes, les substances odoriférantes sont mises en avant. On préconise donc de brûler des épices, des aromates, des déchets de légumes et de fruits, comme les pelures de coing ou le tronc de chou. Dans cette même idée, les huiles essentielles et les bouquets d'herbes sont certes à placer chez soi, mais aussi à mettre sous son nez lorsque l'on sort. Certaines activités sont jugées à risque. On a suspecté la peste de rentrer dans les pores, donc les bains, les relations sexuelles, la consommation excessive d'alcool et de nourriture sont donc supposément proscrites. On voit que les pouvoirs politiques demandent dans certains cas à leurs officiers civils d'édicter des règlements préventifs. Des villes se dotent de bureaux de santé et font nettoyer les rues, les animaux errants sont tués et les maisons infectées sont marquées et désinfectées. On isole les malades et il faudra à certains moments prouver que l'on est sain pour entrer dans les villes. Les bateaux venant de zones contaminées ou à risque sont mis en quarantaine et leur cargaison mise à l'air pour les effets purificateurs de l'air sain. Dès le début de la peste noire, les médecins préconisent des saignées et des purges pour que les personnes restent saines. Pour ce qui est de la prise en charge des malades, on les laisse proches des gens sains. Et oui, ce sont les miasmes qui sont en cause, donc tout ce qui engendre la promiscuité n'est pas problématique. Cette assignation à résidence provoque évidemment la contamination de toute la maisonnée. Il y a tout de même dès lors des partisans de la théorie contagionniste qui mettent en place des véritables mesures d'isolement des malades. À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, on amène les malades à l'écart des habitations, dans des constructions en bois qui sont ensuite brûlées après la fin de l'épidémie. Les fouilles archéologiques ont mis en avant la présence de cimetières autour de ces lieux. Le traitement classique durant la peste noire est pratiqué le plus souvent par des barbiers chirurgiens. Il s'agit d'administrer aux patients des mélanges de plantes aromatiques et d'inciser les bubons. Les bubons ? Ah oui, c'est un des symptômes de la peste bubonique. Ce sont en fait des inflammations de ganglions qui amènent à la suppuration. Sur ces fameux bubons, on appose un emplâtre de figues et d'oignons cuits pour faire mûrir. Entendez là le faire grossir, enfin surtout l'infection. Pour ensuite l'ouvrir et le cautériser une fois vidé. Grâce à la peste, on voit apparaître des ustensiles de soins comme les bistouris et les cautères à lourds manches qui permettent d'ouvrir à distance les bubons. Au début de la vidéo, nous avons parlé des masques du docteur à Venise. Vous l'aviez sûrement déjà vu, lui et le masque de peste, mais peut-être ne saviez-vous pas d'où il vient. C'est en fait Charles Delorme qui invente un costume permettant de couvrir la quasi-totalité du corps du médecin. Le masque bien spécifique est en fait prévu pour être rempli de substances odoriférantes. Ce long nez a donc une utilité.
protéger des miasmes. Bien que ces précautions soient dans le fond bancales, vous l'aurez compris, ça a pu protéger du contact direct les médecins et limiter ainsi le contact avec la bactérie. Dès le début de la propagation du Covid-19, on voit des mesures préventives se mettre en place pour limiter l'ampleur des infections. L'une de ces mesures est de confiner et isoler les zones atteintes. En Chine, la région où le virus a été découvert est confinée depuis le 23 janvier. C'est donc environ 56 millions de personnes qui se retrouvent confinées. En Europe, depuis le 9 mars, l'Italie a confiné sa population, puis les semaines qui suivent, la Belgique, la France ou encore le Luxembourg, pour ne citer que en Europe, ont aussi mis en place des confinements plus ou moins stricts. La situation a rapidement évolué dans nos régions. Fermeture des commerces dits non essentiels, limitation d'accès aux commerces dits essentiels, limitation des déplacements jusqu'à la fermeture des frontières ainsi qu'à l'instauration de sanctions pour le non-respect de ces nouvelles règles sanitaires. Les gouvernements encouragent les particuliers à se serrer les coudes en confectionnant des masques, en respectant les normes d'hygiène, etc. Le port du masque deviendra obligatoire dans certains pays comme le Grand-Duché du Luxembourg, qui depuis le 20 avril a instauré le port d'un masque conforme ou artisanal, un foulard ou autre tissu devant les voies respiratoires dans tous les lieux où la distanciation sociale n'est pas possible. Au-delà de ces mesures préventives, dès le début de l'arrivée du coronavirus dans nos régions, on a pu voir des cabinets médicaux fermer leurs portes et seuls les cas urgents pouvaient s'y rendre. Des numéros ont été mis en place. Si présence de symptômes, selon de nombreux médecins, il fallait rester au minimum 7 jours chez soi. Des tests sont effectués, puis par manque de moyens, ces derniers s'arrêtent, puis reprennent aléatoirement. Les hôpitaux se retrouvent vite surchargés, des pays prennent des mesures exceptionnelles. En France, pays où l'euthanasie est interdite, on voit naître une autorisation d'un médicament qui est là pour abréger la vie. Seul bémol, ce n'est pas sur la décision des patients, mais sur celle du personnel soignant qui, débordé, en manque de capacité, doit faire des choix. Dans le nord-est de la France, les personnes ayant dépassé 80 ans se voient retirer leur respirateur si des personnes plus jeunes en ont besoin. À Marseille, le professeur Raoult, qui lors d'une interview du 21 février 2020 énonçait sa position face au Covid-19 et l'utilisation de la chloroquine en Chine pour soigner les malades, défend aujourd'hui un traitement fait d'hydroxychloroquine, forme plus moderne de la chloroquine, qui est un antipaludéen et un antibiotique du nom d'azithromycine utilisé dans les infections respiratoires. Ce traitement serait à utiliser au premier stade de la maladie et serait inefficace lorsque des problèmes respiratoires surviennent. Mais ces théories ne font pas l'unanimité, il est fortement décrié parce qu'il ne suit pas le protocole standard scientifique, mais use plutôt de la méthode empirique. Au-delà du fait que le Dr Raoult soit devenu une figure médiatique qui peut être discutée, la pandémie actuelle apporte une discussion au premier rang. En temps de crise, faut-il favoriser la méthode empirique qui tente de soigner avec les moyens à disposition, ou faut-il toujours avoir un temps de recherche, d'analyse statistique, de placebo et de publication avant de mettre en pratique les possibles solutions ? Il s'agit là d'un vaste débat. Nous ne nous positionnerons pas, mais le lien était évident à faire avec les médecins qui, du temps des grandes pestes, ont aussi testé, promu et discuté des mesures de traitement à prendre. Savoir les méthodes de soins actuelles mises en place n'est pas chose aisée. Selon les cas, et contrairement à la peste, le virus ne donne peu ou pas de symptômes dans une partie des cas, dans une autre des symptômes relativement supportables, dans d'autres enfin, cela peut aller jusqu'au décès du patient. Le nombre de morts est d'ailleurs considérable, mais pas comparable à la population décédée lors de la peste noire. Mais que faire des morts ? Au début de la peste noire, nous sommes dans une société extrêmement pieuse. On essaye au début de respecter les règles d'usage d'enterrement, et souvent les corps sont placés dans des cimetières paroissiaux. Mais le problème, c'est qu'il y a un afflux considérable de corps. Au fil du temps, on ne veut plus rester aussi proche des corps, on ne les veut même plus dans l'enceinte des cités. On voit bien vite que les règles d'usage à l'inhumation des défunts sont remplacées par des fosses communes. On dépose le corps correctement au début, puis, de plus en plus, les corps y sont en réalité jetés. Beaucoup de personnes se retrouvent mobilisées pour gérer l'afflux et l'inhumation des corps. En 1722, à Marseille, on voit que les souvenirs de la peste noire sont très présents. On creuse rapidement une immense fosse pour prévenir l'inhumation de masse. Les biens des personnes sont aussi parfois inhumés.
Aujourd'hui, on voit aussi que les morgues, pompes funèbres et autres institutions de prise en charge des corps sont débordées. Les corps s'entassent avant de pouvoir être inhumés ou incinérés, les enterrements ont un comité restreint et dans certains cas, on ne peut même pas y assister. L'image que vous voyez là a été prise à New York courant du mois d'avril. Vous ne rêvez pas, il s'agit là d'une fosse commune de fortune pour les personnes dont personne ne prend en charge l'inhumation. Triste période.